Bonjour à tous, bienvenue sur cette première vidéo que je fais dans le cadre de ma ferme, la ferme à Gagui. Donc moi c'est Gagui, je suis exploitant agricole dans le Jura bernois et le but de cette vidéo c'est de vous expliquer comment faire des plantons chez vous. Donc on va parler principalement de plantons de tomates aujourd'hui, mais je vais vous donner quelques trucs aussi pour faire des plantons en général chez vous. Donc ce cours est fait en collaboration avec Prospecirara. Prospecirara est un organisme qui milite pour la sauvegarde du patrimoine génétique en Suisse. C'est vraiment important de faire ce travail-là parce qu'on a besoin d'anciennes variétés actuellement pour créer de nouvelles variétés. C'est vraiment ce qui est important avec le travail qu'ils font. Donc c'est pas uniquement de sauvegarder des vieilles variétés pour pouvoir les multiplier, avoir des tomates de toutes les sortes différentes, avec des goûts différents, mais c'est vraiment aussi pour pouvoir puiser dans les gènes de ces anciennes tomates pour créer des variétés qui soient résistantes à certaines maladies ou à certains problèmes qu'on a actuellement dans nos cultures. Voilà, donc ce que je vais vous expliquer, c'est toutes des choses qui sont très faciles à faire, que vous pouvez faire chez vous. Donc c'est vraiment des choses pour les privés, c'est pas forcément pour les professionnels. Si vous avez des questions, des choses auxquelles je n'aurais pas répondu durant cette vidéo, donc je vous invite à mettre un commentaire sous la vidéo. Et après, je ferai sûrement une deuxième vidéo pour y répondre, où je verrai comment j'y répondrai par la suite. Voilà, donc avant d'arriver à ceci, on va commencer par ceci. Donc ceci est un paquet de graines. Donc c'est un paquet de graines qui vient de chez Sativa. Sativa qui a les derniers semenciers de Suisse, donc il en reste 3. Il y a Semences de Pays à Genève, Sativa Rheinau et Zollinger en Valais. Donc c'est les 3 derniers semenciers de Suisse, donc les 3 dernières entreprises qui font des semences en Suisse. Toutes les autres semences que vous pouvez acheter, on les achète de l'étranger. Moi j'aime beaucoup travailler avec eux parce que c'est des petites entreprises. Je trouve très important de les soutenir pour le travail qu'ils font, qui est un travail vraiment magnifique et qu'il faut conserver absolument pour avoir cette diversité génétique en Suisse et aussi pour garantir notre autosuffisance. Euh, Sinon, ils travaillent essentiellement en biodynamie même pour certaines variétés et tout aussi à la main. C'est vraiment des choses qui sont très très cool. Première chose, pour vous fournir en graines, vous n'êtes pas obligé d'aller dans les magasins, vous pouvez directement commander sur le webshop en ligne, donc Sativa et Zollinger ont des webshops, vous commandez, ça arrive par la poste directement chez vous. Avant de commencer à faire vos plantons, il y a quelques réflexions à avoir en amont. Déjà, combien j'ai besoin de graines, mais surtout, qu'est-ce que j'ai envie de semer. Parce que si vous n'aimez pas, imaginons la salade un petit peu amère, et que vous voyez une jolie variété sur l'image du webshop de Sativa, vous allez la commander, vous allez en semer, mais vous n'allez pas la manger par la suite, donc ça ne sert à rien du tout de la mettre en place dans votre jardin, ça va être du temps vraiment perdu pour vous. Donc vraiment réfléchissez à qu'est-ce que vous voulez semer, qu'est-ce que vous aimez manger, qu'est-ce qui vous ferait plaisir, et aussi réfléchissez en quantité. Souvent on a vite tendance à se dire ah bon il me reste quelques graines, j'en mets un petit peu plus, donc je fais une dizaine de plants de tomates en plus. Sur le moment c'est très vite fait, mais après quand on a nos plants de tomates, on doit les espacer de 60 cm, 70 cm dans le jardin, ça prend vite énormément de place, donc ça sert à rien d'en faire trop si on ne peut pas les valoriser par la suite. Du coup pensez bien à quelle place vous avez dans votre jardin, où c'est que vous voulez planter, et ce genre de choses. Et réfléchissez aussi aux variétés que vous voulez utiliser. Si vous allez planter vos plants dans un jardin, c'est pas du tout la même chose que si vous allez les planter sur votre balcon. Il y a des variétés qui sont plus ou moins adaptées pour chaque lieu où vous allez planter le tout. Aussi au niveau des saisons, ça sert à rien de planter des épinards en été directement, parce que si vous les plantez en été, ils vont directement monter en graines, vous ne pouvez même pas les récolter, vous n'avez pas les feuilles, et c'est plutôt ce qu'on cherche. Donc si vous voulez faire des semences, c'est un autre problème, mais si vous voulez faire des légumes, il faut quand même réfléchir à tout ça. Donc voilà, imaginons que maintenant vous avez commandé vos semences, donc idéalement au Prospecirara, bio, etc., chez des semenciers suisses. Vous avez différentes indications derrière le paquet. Donc déjà, vous avez le calendrier de semis. Donc on verra juste en haut, vous avez les périodes de semis, si on doit les semer sous abri, si on doit les semer directement en pleine terre, on doit faire des plantons, etc. Là, typiquement, c'est des betteraves, donc on pourrait directement les semer en pleine terre. Et ensuite, vous avez les périodes de récolte. Ça dépend un petit peu de vous aussi, si vous en êtes bien occupé ou pas, le climat qu'il y a eu, si vous les avez arrosés ou non. Donc c'est à titre informatique, mais ça dépend aussi comment vous êtes occupé de vos plantes. Ce qui est aussi important,
c'est la date de péremption d'un paquet. Donc là, c'est mise en sachet 2019-2020 et normalement la date de péremption, si je la trouve, je la trouve pas. En fait, il y a toujours une date de péremption sur vos sachets. Ça ne veut pas dire que passé cette date, vos graines sont mortes et ne vont plus germer. Le semencier, quand il vous vend des graines, il doit garantir un certain pourcentage de germination dans chaque paquet. Normalement, si je ne me trompe pas, c'est dans les 90-95%. Donc ça veut dire que 95% des graines, si vous les semez correctement, vont germer. Donc si vous semez un paquet que vous venez d'acheter et qu'il ne germe pas, c'est pas de la faute du semencier. Lui, il a fait son travail, il a fait ses tests de germination. Quoique des fois, ça arrive qu'il y ait des petits problèmes, mais c'est très très rare. C'est plutôt vous qui avez fait des erreurs chez vous. Et cette date de péremption, imaginons que c'est 2021. Donc ça veut dire que ce taux de germination est garanti jusqu'en 2021. Passé cette date, certaines graines vont germer, mais le taux de germination sera beaucoup plus bas. Donc ça veut dire que vous pouvez quand même les réutiliser, sauf qu'il faut savoir que peut-être une graine sur 2 va germer, ou bien une graine sur 3, ou peut-être une graine sur 10, ça dépend des plantes. Donc cette date de péremption, c'est uniquement ça. Du coup, si vous avez des vieux paquets, des fois ça vaut quand même la peine de les utiliser, de voir qu'est-ce qui germe, ce qui germe pas, ben voilà, on réutilise le terreau, et le reste on le garde pour aller de l'avant. Il y a aussi certaines choses à faire attention pour conserver vos graines. C'est de surtout pas les conserver à l'humidité, parce que dès qu'il y a de l'humidité, les graines vont germer. Pour qu'une graine germe, il faut deux choses, de l'eau et de la chaleur. Donc si vous avez vos graines dans un endroit un petit peu chaud et légèrement humide, vos graines vont se mettre à germer et c'est pas du tout idéal parce que vous n'avez pas prévu ça chez vous. Donc gardez-les vraiment dans un endroit sec et idéalement frais. Le plus simple, c'est de les garder dans une armoire à l'extérieur qui est fermée, donc étanche, il n'y a pas d'eau qui peut aller. Donc abrité, hein, si vous avez un jardin d'hiver, ce genre de truc, c'est vraiment le top, ou même quelque chose totalement à l'ombre, il n'y a pas de souci. Et toujours aussi garder vos graines dans des sachets en plastique et des choses qui respirent. Parce que si il y a une légère humidité qui est peut-être pas suffisante pour que ça germe, mais qui est quand même présente dans vos graines, ben les graines vont se mettre à moisir. Tandis que s'il y a de l'air, ça va aérer, elles ne vont pas moisir. Donc il ne faudrait jamais conserver des graines dans du plastique ou dans des choses comme ça. Il faudrait toujours des choses en papier, des choses même en verre qui respirent ou ce genre de récipient. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit au niveau des graines. Donc il y a des graines de toutes les sortes différentes, toutes les sauces, les grandeurs différentes. Vous allez voir, c'est assez intéressant quand on voit le type de graines différentes. C'est que des fois on se rend compte qu'une toute petite graine de quelques millimètres va donner une grande plante et un chou-fleur par la suite qu'on pourra manger avec toute sa famille. Et c'est assez fou de se dire aussi qu'une petite graine qu'on a semée qui va faire une tomate va donner je ne sais pas combien de tomates sur un plant. Et ensuite, chaque plant de tomate a des graines à l'intérieur qu'on pourra réutiliser par la suite. Donc on pourra remultiplier. C'est-à-dire qu'avec une graine, en fait, on crée de l'abondance. On peut réutiliser ces graines par la suite pour semer et faire ses plantons soi-même l'année d'après. Encore juste une dernière chose. Donc nous, moi, personnellement, j'utilise pas de semence FA. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, ce qu'est une semence FA. Toutes les semences que vous achetez chez Sativa, chez Zollinger, chez Semences de Pays, sont des variétés pures. Ça veut dire que si vous semez votre graine de tomate, que vous récoltez vos tomates et que vous réutilisez les graines de tomates, si tout est fait vraiment dans les règles de l'art, vous allez avoir exactement la même plante par la suite et les mêmes tomates par la suite. À part pour certains légumes qui se pollinisent et qui se croisent énormément, typiquement tout ce qui est courge, tout ce qui est melon, tout ce qui est courgette, ne réutilisez pas vos graines parce que vous n'allez jamais obtenir la même variété. Donc ça, c'est pas parce que c'est des variétés différentes ou des variétés FA, mais c'est uniquement parce qu'il y a des croisements. Une variété FA, c'est ce qu'on peut acheter dans le commerce, qui est beaucoup utilisé dans l'agriculture plus intensive. Donc c'est des variétés qui sont souvent très productives, qui peuvent être résistantes aux maladies, qui ont certaines qualités, mais qui ont un gros défaut, c'est que si vous réutilisez la graine, eh ben, ça va donner un légume totalement différent. Pourquoi? C'est un petit peu la question qu'on se pose, c'est qu'en fait, pour le semencier, pour arriver à ce légume-là, va utiliser deux lignées pures. Donc imaginons qu'on prend deux lignées de chez Sativa qui ne sont pas des lignées FA, on les croise ensemble et le croisement de cette variété mâle et femelle va faire une variété FA. FA, ça veut dire première génération, donc on aura le premier enfant de ce croisement-là qui va donner cette super variété.
Mais si on la réutilise chez nous, cette variété, qu'on reprend les graines, ça va donner quelque chose de totalement différent. Donc on ne peut pas la remultiplier chez nous. On est obligé de chaque année réacheter les graines au semencier qui a ces 2 lignées pures. Donc en gros, ce qui est assez dangereux avec ça, c'est ok, on a des très beaux légumes avec ces variétés FA, mais il y a une entreprise, souvent c'est une multinationale, qui maîtrise cette production de graines et en fait qui maîtrise notre alimentation. Et on est dépendant de eux pour acheter nos graines pour pouvoir faire des légumes par la suite. C'est un petit peu problématique, c'est pour ça que je trouve vraiment important de soutenir les derniers semenciers qu'on a chez nous et qui font un travail magnifique. Voilà, donc je crois que j'ai un petit peu expliqué les débuts. Maintenant on va passer à la chose un petit peu plus pratique. Donc qu'est-ce que vous avez besoin pour faire des plantons chez vous? D'abord on va parler du semis. Ensuite on parlera du repiquage un petit peu plus tard, mais pour le moment on va se concentrer sur le semis. Donc pour faire un semis, vous avez besoin de pots. Donc ça c'est des pots recyclés, je pense qu'il y avait des plantons de salade dedans avant je ne sais quoi, donc ça peut être utilisé plusieurs années. On a besoin de ça. Donc typiquement ça c'est la taille assez idéale pour faire vos premiers semis de tomates. La grandeur est vraiment bien, on peut aussi faire dans des pots un petit peu plus petits, ou ce qu'on appelle des plaques multipots, donc sur 2 plaques. Donc ça va aussi très bien dans un premier temps pour faire vos premiers semis. Ça dépend aussi un petit peu des quantités que vous avez besoin de légumes par la suite. Et ensuite, on a besoin de terreau. Donc là, moi j'ai pris du terreau spécifique pour semis. C'est quelque chose qui est vraiment important. Ne prenez pas n'importe quel terreau pour faire vos semis. Un terreau pour semis est beaucoup plus fin. Donc la graine va beaucoup plus être en contact avec le sol, donc va avoir beaucoup plus d'humidité. Et les jeunes racines vont directement pouvoir s'approvisionner en eau, ce qui n'est pas forcément le cas avec un terreau universel ou un terreau pour bac. Donc prenez vraiment pour vos semis du terreau pour semis. Ça c'est une des premières recommandations que je vous donne. Ensuite vous pouvez choisir ce que vous voulez comme terreau. Moi je vous donne mes recommandations personnelles. J'aime bien travailler avec Ricoter, qui est une entreprise suisse, qui travaille énormément en bio et qui valorise beaucoup de matières premières suisses pour faire ces terreaux, comme par exemple la terre nettoyée des betteraves qui sont utilisées pour faire du sucre. Pardon. Cette terre est réutilisée par Ricoter pour faire du terreau par la suite. Il travaille en bio. Et deuxième chose, il travaille 100% sans tourbe. La tourbe, je pense que vous connaissez un peu tous ce que c'est de la tourbe, c'est une matière première qui vient des tourbières, donc qui sont des milieux qui sont très très riches en biodiversité, qui captent énormément de CO2, mais qui est aussi une matière vraiment hyper intéressante pour faire des plantations, parce que la tourbe va réagir comme une éponge. En fait, ça va garder énormément d'eau dans le terreau quand on l'utilise, mais ça va éviter que les plantes s'asphyxient parce qu'il y a aussi de l'oxygène. En fait, c'est vraiment très poreux. Il y aura aussi de l'oxygène pour les racines et c'est vraiment quelque chose qui est assez magique pour faire des plantations. Mais par contre, le problème, c'est que si on l'utilise pour faire tous nos pots, eh ben, on est obligé de sacrifier entre guillemets des milieux très riches en biodiversité et d'aller détruire des milieux naturels qui ne sont pas en Suisse. En Suisse, on n'ose pas du tout exploiter les tourbières, mais qui sont dans d'autres pays et du coup, on fait des massacres et c'est vraiment pas intéressant. En tout cas, à votre niveau de travailler avec la tourbe, vous avez des alternatives qui vont très très bien et qui vont aussi très bien fonctionner. Donc, si vous pouvez éviter d'acheter du terreau avec de la tourbe, ne le faites pas. C'est beaucoup mieux pour la planète. Et vos plantons iront très bien aussi. Voilà, je crois que j'ai tout dit à peu près par rapport au terreau. On en reparlera encore pour le repiquage parce qu'on n'utilise pas les mêmes terreaux. Encore juste une chose, surtout n'utilisez pas de terre végétale de votre jardin pour faire vos plantons. La terre végétale, elle est prévue pour être dans un sol est rempli de vie, il y a des vers de terre, ça va l'aérer, ça va vivre, ça va se décomposer gentiment. Si vous la prenez et que vous mettez tout ça dans des pots, c'est pas du tout adapté. La seule chose qui va se passer, c'est que la terre va se tasser, vu qu'il n'y a plus de vers de terre, plus de vie, donc il n'y aura plus d'oxygène, ça va devenir dur. Si vous avez beaucoup d'argile, ça ne va pas bien réagir, il faudra toujours beaucoup l'arroser. Dès que ça sèche, ça va être super dur. Les plantes ne pourront pas vraiment bien se développer, les racines auront du mal à respirer. N'utilisez pas de terre végétale, n'utilisez pas non plus de compost que vous faites chez vous, c'est beaucoup trop riche. Mais utilisez du terreau pour semis qui a vraiment été étudié pour ça. Donc il y a des études vraiment scientifiques sur le terreau, hein.
C'est pas tombé du ciel comme ça en 2 jours, un gars qui s'est dit je vais faire du terreau. C'est vraiment étudier, toutes les composantes physiques, chimiques sont étudiées, les nutriments que les plantes ont besoin à ce stade-là aussi. Donc si vous voulez des plantes de qualité, utilisez du terreau pour semis. Voilà, donc première chose qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir le sac. C'est toujours plus facile pour prendre le terreau qu'à l'intérieur. Donc, moi j'aime bien toujours l'ouvrir sur la partie supérieure. Comme ça, quand on utilise un petit peu, après on peut le rouler et on peut le refermer. Voilà. Donc là, vous voyez vraiment, c'est du terreau qui est très très fin. Il y a encore un petit peu de sable, des choses comme ça pour améliorer la porosité et pour l'aérer. On voit encore qu'il y a certaines parties un peu plus grossières aussi. Donc ça, c'est clairement un terreau pour semis. Voilà, je vous montrerai encore la différence après avec un terreau universel. Vous verrez bien que ce n'est pas adapté pour faire des semis. Donc vous prenez votre terreau, vous remplissez déjà une première fois vos pots jusque tout en haut. Donc évitez de faire ça dans votre salon parce qu'on en met un petit peu partout. Ouais, quoique maintenant, si vous êtes en quarantaine, c'est quelque chose que vous pouvez quand même faire sous la table à manger, puis vous avez le temps de nettoyer après, c'est pas vraiment un problème. Voilà. Donc là, première chose, j'ai rempli mes pots jusqu'en haut. Vous avez très bien vu que j'ai pas tassé pour le moment. C'est quelque chose, le tassement, il faut faire attention. Il faut tasser le terreau parce que si vous ne le tassez pas, ça va se faire naturellement par la suite. Vous allez perdre énormément d'espace. Si vous tassez trop, on va casser toute cette porosité qu'il y a dans notre terreau et du coup, il n'y aura plus d'air pour les racines. Donc, moi, ce que j'aime bien faire, c'est tasser une première fois en mettant des petites pressions uniquement avec le pouce. Donc, vous voyez qu'il y avait de la place. Donc là, on a tassé une première fois. Ça sert à rien de s'acharner là vraiment à fond pour tasser un maximum. On peut réutiliser les restes de terreau. Là, j'en remets jusqu'à la surface des pots. Voilà, je tasse encore une fois. C'est bien de toujours laisser un petit espace entre le haut du pot et le terreau. Léger espace, là on le voit presque pas, mais quelques millimètres, comme ça quand on arrose, l'eau va rester dans le pot et il ne va pas directement tomber à côté. Voilà. Hop. Voilà, maintenant je nettoie le reste. Donc là on est parti pour faire 2, 4, 6, 8, 10 plantons de tomates. Donc le terreau j'en ai plus besoin pour le moment, je le mets de côté. Si jamais vous n'avez pas l'occasion de pouvoir aller acheter du terreau actuellement parce que tout est fermé, vous pouvez sans autre aussi en commander sur internet. Il y a certains sites qui en livrent. Normalement le site Ortima, si je ne me trompe pas, font des livraisons. Le site GVZ Rossa aussi éventuellement, ou encore d'autres comme peut-être Landy ou ce genre de site internet. Voilà, donc là on a nos pots pour le semis qui sont prêts. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les trous pour les graines. Donc, il y a une règle qui dit que quand on met une graine en terre, il faut mettre à peu près, on va faire un trou d'à peu près une fois sa grandeur, une fois son diamètre dans le terreau. Ça ne sert à rien de faire un trou de 3 cm pour une graine qui fait 2 mm. Parce que si elle se trouve tout en bas de votre pot, elle devra faire un énorme chemin pour trouver la lumière. Et du coup ça va lui demander beaucoup d'énergie et souvent ce qui se passe c'est qu'elle meurt avant. Donc c'est aussi assez important de faire un trou adapté à la grandeur de la graine. Donc les graines de tomates, ici c'est des tomates jaunes de Thun, donc ils sont une variété très rustique qui sont adaptées pour la montagne. Comme j'habite en altitude, c'est idéal pour chez moi. Donc là vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. Donc c'est vraiment très petit, ça fait à peu près 5 mm de grandeur maximum, de diamètre. Du coup, moi, ce que je vais faire, c'est des trous d'à peu près 5 mm et 1 cm de profondeur, mais pas beaucoup plus. Pour faire les trous, j'utilise simplement un crayon. On peut utiliser n'importe quoi qu'à peu près ce diamètre-là, ça dépend des graines qu'on a. Donc voilà, je fais mes petits trous.
Voilà. Ensuite, on va mettre une graine par trou. Certaines personnes mettent 2 graines par trou et ensuite ils sélectionnent une des 2 plantes. Ça peut être faisable si on a des paquets par exemple qui sont où la date de péremption sous le paquet est déjà atteinte, donc ça nous permet d'éviter d'avoir des trous où il n'y a rien qui va germer. Si on met 2 graines, il y a normalement de toute façon quelque chose qui va germer et ensuite on sélectionnera la plante la plus vigoureuse pour la repiquer. Faites aussi gaffe de ne pas trop parler en même temps, de vous concentrer un petit peu. Parce que souvent ce qui arrive c'est qu'on se rappelle plus trop c'est qu'on a mis les graines, il suffit qu'il y ait un petit peu de terre qui tombe dedans puis on sème 2 ou 3 fois à la même place, ce qui n'est pas vraiment idéal. C'est aussi bien si vous contrôlez vos graines avant de les semer. Donc là on voit très bien qu'elles sont propres, il n'y a pas de moisissure, il n'y a rien du tout, elles ont été préparées de manière assez magnifique. Mais ça peut arriver si vous travaillez avec Specierara et l'échange de semences ou avec votre voisin, qu'on vous donne des graines qui sont déjà un petit peu moisies. Et si vous voyez des graines moisies, souvent ça sert à rien de les planter, de les semer parce qu'elles ne vont pas germer en fait. Voilà, le surplus on le remet dans le paquet et on pourra le garder pour l'année prochaine. Hop. Voilà, donc je vous ai dit qu'on n'avait plus besoin de terreau, mais je me suis trompé. Ce que c'est encore bien, c'est de mettre un petit peu de terreau sur le trou, voilà, pour que la graine soit vraiment dans le noir. Voilà, c'est assez optionnel. Voilà, ensuite on tasse un tout petit peu, mais vraiment très très légèrement. Et là on a fait notre premier semis. C'est aussi bien si vous pouvez nettoyer toujours un petit peu les séparations de votre barquette, parce que ce qui arrive c'est que des fois, c'est assez rare, mais s'il y a un champignon qui se développe sur ce planton ici, il se transmet souvent par le terreau. Donc si vous faites ça, ça évite que le champignon se transmette de ce terreau là à ce terreau là. Donc c'est des petits trucs, ça peut éviter qu'on ait des problèmes par la suite. Une fois qu'on a fait notre semis, ce qui est super important, c'est de directement marquer qu'est-ce que vous avez semé et la date à laquelle vous avez semé. Donc moi ce que je fais, c'est que je vais marquer que c'était des tomates. Voilà, et ensuite je marque la variété, donc jaune de Thun et la date. Voilà. C'est important de marquer la date parce que si vous faites pas mal de semis différents et que vous n'avez pas marqué la date de semis, et que d'un coup il y a un pot qui germe pas, vous vous dites ah mais je sais plus quand c'est que j'ai semé, est-ce que c'était il y a 2 semaines, il y a un mois, est-ce que c'est parce que les graines ne germent pas ou est-ce que c'était parce que la période n'est pas encore assez longue pour que ça germe. Donc si vous mettez la date, vous avez plus ce genre de problème, vous êtes tranquille. Et voilà, donc bien enfoncé. Pour marquer tout ça, je vous conseille d'utiliser, moi j'utilise ce genre de choses qui sont des bouts de bois en fait qu'on peut acheter dans le commerce, qui vont très très bien. Après on peut les réutiliser en les mettant au compost. Vous pouvez faire plein de choses, réutiliser des bouteilles en PET ou du carton, genre de trucs, ou même des bassettes en bois, ça marche aussi très bien. Mais ce qui est assez important, c'est d'utiliser un crayon pour marquer sur ce bois, parce que le crayon, contrairement à du stylo, ne va pas s'effacer avec les UV. Et aussi va moins couler avec l'eau. Si vous arrosez et que d'un coup vous en mettez sur votre étiquette, le stylo a plus tendance à couler, à s'effacer et à être attaqué par les UV. Donc si vous êtes en plein soleil, il y a peut-être un moment donné où vous ne verrez plus du tout ce que vous avez marqué et c'est assez problématique. Alors que le crayon, ça ne fait pas ça. En plus, ça coûte pas très cher, tout le monde en a chez soi et vous pouvez l'utiliser comme je vous ai montré avant pour faire les trous. C'est double usage, c'est magnifique. Donc voilà, là on a fait notre semis. Dernière chose à faire, c'est de l'arroser. Là vous avez différentes techniques. Ce qui n'est pas idéal, c'est de l'arroser par le dessus, parce que si vous arrosez avec quelque chose qui n'est pas adapté, vous allez remuer le terreau, parce que l'eau a de la force et les graines vont souvent sortir. Donc ça m'est déjà arrivé de faire des semis dans des plaques où d'un côté j'avais des tomates, de l'autre côté des salades, et au final les salades sont allées vers les tomates et il y a tout qu'à germer en même temps. Et c'est pas du tout pratique parce qu'après on doit tout repiquer, c'est le bordel. Tandis que si vous faites attention, ça n'arrive pas. Ce que vous pouvez faire, qui est vraiment l'idéal, c'est d'utiliser un seau avec un petit peu d'eau. Il ne faut pas mettre trop d'eau. Ensuite vous prenez vos plantons, vous les posez dedans. Voilà. Et vous laissez tremper comme ça pendant,
je ne sais pas combien de temps exactement, mais en fait l'eau va monter par capillarité dans le terreau parce qu'il faut des trous hein, dans vos bocaux, ça c'est hyper important, il faut vraiment un trou à la fin au fond du pot. L'eau va monter par capillarité et une fois que vous voyez l'eau qui arrive à la surface du terreau, vous savez que l'entier du terreau est humidifié parce que souvent quand on arrose par le dessus, ben, on croit qu'on a arrosé tout le terreau, mais en fait on a juste arrosé peut-être 1 centimètre, tandis que là on arrose vraiment l'entier et ça se fait de manière très douce. Ça évite que les graines aillent partout. Comme ça, on a vraiment un début de semis qui est le plus parfait possible. Ou si vraiment vous n'avez pas la possibilité de faire ça, euh, utilisez ce genre de choses qui est un arrosoir. Mais ce qui est important, c'est vraiment d'utiliser une pomme d'arrosoir. Ne pas utiliser un arrosoir comme ça parce que là, c'est sûr que ça va être la catastrophe assurée. Donc, une pomme d'arrosoir. Je vais essayer de vous montrer un petit peu. Ouais, ça c'est assez idéal que ça coule vraiment, que ce soit jet très diffusé et très doux aussi avec juste des petites gouttes. Voilà. Donc pour le semis, j'espère que je vous ai tout dit. Maintenant, on va laisser ça poser. Je vais le mettre en dessous. Voilà. Donc là, on va attendre normalement à peu près 2 semaines. Il y a encore une chose que je ne vous ai pas dit, c'est où laisser votre bac de semis. En fait, comme je vous ai dit, vous n'avez pas besoin de lumière dans un premier temps. Donc, idéalement, il faut laisser dans un endroit qui fait 18 degrés. Donc, typiquement, un appartement, ça va très bien. Si vous ne chauffez pas jusqu'à 25 degrés, même ça ne va pas poser beaucoup de problèmes. Donc, laissez-le à l'intérieur pendant 2 semaines. Mais après, il faut savoir que les plantules, dès qu'elles germent, elles ont besoin de lumière. Donc, dès qu'elles sont à peu près à ce stade-là, donc elles viennent de germer. Là, elles ont germé hier. Celle-là, c'est aussi des tomates. Il y a les 2 premières feuilles qui arrivent, qui sont des dicotylédones, ce n'est pas des vraies feuilles de la plante. En fait, le rôle, c'est uniquement de créer de la photosynthèse très rapidement pour donner de l'énergie à la plante. Parce que là, pour faire cette pousse ici, la plante a utilisé l'énergie qu'il y avait dans la graine, donc elle n'a pas eu besoin de transformer l'énergie du soleil pour grandir, mais dès qu'elle est à ce stade-là, il n'y a plus d'énergie dans la graine pratiquement, et elle est obligée de faire elle-même sa nourriture, donc c'est ce qu'elle fait avec ses 2 premières pousses. Du coup, quand vous êtes à ce stade-là, à peu près, comme je vous ai dit, 2 semaines après le semis, si vous avez fait tout correctement, elle a besoin absolument de lumière. Donc nous, ce qu'on se dit, ben voilà, de la lumière, il en faut, mais il faut aussi de la chaleur. La tomate, si elle est à moins que 5 degrés, elle va mourir. Surtout à ce stade-là, c'est vraiment très problématique. S'il y a du froid, elle meurt directement. Donc vous la mettez au chaud et où il y a de la lumière. Donc nous on se dit, ah bah nickel, j'ai des fenêtres et j'ai un rebord de fenêtre, je veux poser mes bacs juste devant la fenêtre. C'est une très bonne idée. Sauf que nous, on voit qu'il y a de la lumière qui arrive, qui passe à travers cette fenêtre. Il y en a beaucoup parce que ça éclaire nos appartements. Mais en fait, ça filtre les UV et ça filtre le spectre lumineux. Donc il n'y a pas tout le spectre lumineux qui va passer à travers les doubles vitrages de nos fenêtres. Et la plante, en fait, elle se dit qu'il n'y a pas assez de lumière, il n'y a pas les spectres lumineux qu'elle a besoin. Du coup, c'est important, si vous voulez les garder en appartement, de les mettre la journée à l'extérieur. Donc c'est à dire que s'il fait beau, s'il ne fait pas beau, ben, vous les laissez à l'intérieur. Mais vous les mettez juste sur le bord de votre balcon, ça va très bien, hein, ou de votre fenêtre. Vous les laissez là durant toute la journée. Il faut qu'il fasse chaud, hein, parce que s'il ne fait pas chaud, ben, c'est un peu problématique. Uniquement pour qu'elle ait assez de lumière. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'elle n'a pas assez de lumière, c'est qu'elle va s'étioler. Donc là, on a un très bel exemple. Donc en fait, là, c'est pas exactement le même problème. Elle avait assez de lumière, mais elle était semée en trop grande quantité. Du coup, il y avait trop de concurrence et la plante va chercher la lumière, donc elle monte en hauteur. Et l'actuellement, c'est qu'elle va faire une longue tige avec des petites feuilles pour aller chercher un maximum de lumière. Du coup, c'est pas vraiment ce qu'on recherche. Nous, on veut des plantains qui soient plutôt petits et très robustes. Donc, si vous ne les mettez pas à l'extérieur durant la journée, ce qui va se passer, c'est que vous aurez des plantains qui vont s'étioler, qui vont être super grands, qui vont être très fragiles. Quand vous allez les mettre en terre, ben, ça va être problématique parce qu'il faudra un petit peu rattraper tout ce que vous avez perdu. Et si vous avez des plantons qui démarrent mal, toute la suite du processus de plantation et de croissance du légume va être un petit peu problématique et va prendre plus de temps. Vous aurez des légumes aussi qui seront plus petits, la plante va être moins vigoureuse. Donc c'est important qu'elle ait la lumière de l'extérieur directement.
Donc ça c'est quelque chose, souvent quand on fait des plantes en chinois, on n'y fait pas attention, on se dit bah, c'est bon, il y a la lumière qui traverse à travers la vitre. Mais en fait non, il n'y a pas assez de lumière et c'est vraiment important de les mettre à l'extérieur. Donc là, vous avez vu que moi j'ai une autre technique pour faire mes semis. Ça c'est ce qu'on appelle des mottes. Donc c'est vraiment juste une motte de terre. Et ça, moi, les professionnels travaillent tous comme ça pratiquement normalement. Moi j'ai acheté ce petit appareil là qui fait un bruit, qui gratte un petit peu, qui est un Soil Blockers qu'on peut acheter sur internet. Si vous faites beaucoup de plantons, je vous le conseille, c'est vraiment très pratique et ça évite qu'on utilise beaucoup de plastique, beaucoup de pot. Donc on a juste besoin de ce presse-motte, entre guillemets, pour faire nos mottes et comme ça on peut directement les planter en pleine terre sans devoir les enlever du pot, les changer de pot. C'est vraiment beaucoup plus pratique, on n'utilise que du terreau, il n'y a pas de déchets, c'est vraiment l'idéal. Donc Soil Blockers pour ceux que ça ceux que ça intéresse. Voilà, donc je crois que maintenant je vous ai à peu près tout dit pour le semis. Si vous avez des questions, vous mettez en commentaire. S'il y a des choses que j'ai mal expliquées, que vous ne comprenez pas, mettez-les en commentaire et puis je vous expliquerai tout ça par la suite. Du coup, maintenant, on a nos plantes qui ont germé, qu'on fait des petites plantules. Donc, à quel moment on va les repiquer? Déjà, pourquoi on va les repiquer? En fait, dans les pots que j'ai utilisés avant, le plant de tomate n'aura pas assez de place pour avoir une croissance vraiment adéquate. On va planter des plants de tomates quand ils ont une grandeur d'à peu près 30 cm, 35 cm. Donc ça fait déjà des belles plantes. Et si vous les laissez dans un petit pot, il n'y a pas assez de surface, de volume pour l'eau qu'elle a besoin et pour les nutriments qu'elle a besoin. Donc on est obligé de prendre ces petites plantules et de les mettre dans un plus grand pot. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, en fait, si on part directement sur un pot, imaginons de cette grandeur-là, et que la moitié de nos graines ne germent pas, bah en fait il y a tout le terreau et tout le travail qu'on a fait par pot qu'on peut tout foutre loin à la poubelle. En fait c'est aussi une réduction de temps de travail et de terreau de partir sur des petits pots, ensuite les repiquer et de repiquer quand les plantes les plus vigoureuses. Donc là je vais vous montrer comment on fait du repiquage maintenant. Donc là ça c'est de la trophy, donc c'est un autre style de tomate, aussi Prosper rara. Ce qu'on va faire dans un premier temps, il faut être vraiment très délicat avec les plantes parce que si vous pressez trop fort le tronc ou si vous les arrachez, vous arrachez trop de racines, ben c'est très fragile et c'est vraiment à ce moment-là qu'elles ont besoin d'avoir de l'eau pour pouvoir grandir naturellement. Et si vous les malmenez, ben elles auront beaucoup plus de problèmes pour reprendre leur croissance par la suite. Donc là, voilà. Donc là le terreau est un petit peu sec. Je vais essayer d'en... Voilà. Donc là on a un magnifique plat de tomates. Donc là ils sont un petit peu trop grands pour les repiquer, on aurait dû le faire avant. J'aurais voulu le faire la semaine passée, mais du coup je dois le faire que maintenant. À quel moment vous devez repiquer? C'est la question que souvent on se pose. Il y a une règle assez simple. Donc là, ce plat de tomate a été repiqué il y a quelques jours maintenant. Donc c'est à peu près le stade idéal pour le repiquage. Donc là, on a les cotylédones, donc les premières feuilles qui vont être utiles justement à faire la première photosynthèse pour donner la nourriture à la plante. Elles ne vont pas vivre durant toute la période de croissance de la plante. Une fois qu'elles ont fait leur travail, elles meurent, elles s'en vont. Donc là, on voit qu'il y en a une qui est déjà partie. Et ça, c'est ce qu'on appelle les premières vraies feuilles. Donc vous voyez la différence, hein. Ça c'est une feuille, alors que là, c'est une cotylédone. Le repiquage se fait au moment où les premières vraies feuilles sont bien développées, donc vraiment à ce stade-là. Là, c'est vraiment idéal. Dès que vous avez les premières vraies feuilles, hop, vous pouvez les prendre et faire du repiquage. Moi, je vais vous montrer avec ça, où il y a déjà plusieurs feuilles. Voilà, c'est un peu trop grand. Ça peut arriver qu'on n'ait pas le temps de le faire et qu'on ait des plantons comme ça à repiquer, c'est pas idéal, mais ça peut se faire aussi. Et là, en plus, c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant parce qu'il y a eu de l'étiolement, donc on a vraiment une énorme tige avant la première feuille. Ce qui peut arriver si la plante n'a pas de lumière, comme ce qui arrive dans beaucoup de ménages. C'est pas totalement fichu à ce moment-là pour la tomate, parce que la tomate a la capacité de faire des racines de nouveau sur sa tige principale. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que ce plant-là, on va le repiquer à peu près à ce niveau-là.
Et en fait, toute la partie qui va être dans le terreau, dans le pot, va refaire des racines. En fait, on va encore augmenter la surface racinaire. Du coup, ça peut même être des fois bénéfique. Pour le repiquage, on n'utilise pas le même style de terreau. Parce que, comme je l'ai dit, le terreau pour semis est fait pour le semis. Après, on utilise d'autres types de terreau pour faire du repiquage. Donc là, on va utiliser... vous pouvez utiliser pas mal de choses. Moi, j'utilise... Ah, mais ça, c'est un terreau pour semis. Ouais, ça va aller. C'est un terreau pour semis qui est plus grossier en fait. C'est pas spécifique pour ça, mais normalement j'utilise du terreau universel que vous allez trouver où vous voulez. C'est un terreau qui fonctionne très bien. Vous pouvez aussi prendre du terreau pour légumes, du terreau pour bac, des choses comme ça. Mais surtout n'utilisez pas de terre végétale. Donc nous on va partir avec ce terreau là. Donc quand même légèrement, on voit que quand même plus grossier que ce que je vous avais montré avant, hein, avec beaucoup plus de matière grossière. Donc est plus adapté à des plantules qui ont déjà des racines. Même principe qu'avant, sauf qu'on ne va pas remplir le pot juste tout en haut. Donc dans un premier temps, on le remplit comme ça, à peu près. Ensuite on va directement avec le doigt là, plus de crayon. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire un trou au milieu pour pouvoir insérer la plantule le plus profondément possible étant donné qu'on a une grosse tige. Voilà. Donc là, je suis allé le plus profondément possible. Ensuite, on peut déjà tasser une première fois. Ça sert à rien de trop tasser. Il faut juste donner des petites pressions. Voilà. Et maintenant, on remplit le pot de terreau. Voilà, là c'est encore plus important maintenant de ne pas le remplir vraiment jusqu'en haut et de laisser un espace, parce que si vous ne laissez pas cet espace, l'eau que vous allez amener par le haut, si vous ne le faites pas par le bas, va directement partir et en fait la plante ne va pas s'arroser correctement. Voilà. Donc là on a fait un premier repiquage, même chose maintenant, dès qu'on a repiqué ou dès qu'on a fait plusieurs plants, ne pas oublier de marquer ce que c'est. Donc tomate, la variété c'est Trophy et surtout la date du repiquage. Une fois que vous avez tout ça, vous avez tout marqué avec le crayon, vous pouvez directement le mettre dans le planton. Et là, même principe, soit vous arrosez par le haut, ce qui n'est pas vraiment idéal parce qu'il faut savoir que la tomate déteste être arrosée sur les feuilles, ça développe énormément de maladies. Il faudrait toujours arroser au pied de la tomate. Donc là, je vais sortir mon bac que j'ai fait juste avant, comme ça vous allez aussi pouvoir voir. Bon, ça va être dur de le voir directement la vidéo, mais en fait l'eau est arrivée jusqu'en haut du terreau. Du coup là je peux le laisser comme ça. Même chose, je mets ma tomate dans mon pot et je laisse pomper tranquillement. Voilà, donc une fois que vous avez fait ce repiquage, même chose, la plante a besoin de lumière. Et du coup, ne la laissez pas à l'intérieur, mais laissez-la vraiment à l'extérieur dès qu'il fait beau, qu'il y a du soleil. C'est vraiment très important pour sa croissance. Une fois qu'elle a atteint à peu près une grandeur de 30 cm, vous pourrez la mettre directement en terre. Je remarque que je ne vous ai encore pas dit un truc, je la reprends vite. Ce qui peut arriver, c'est que par la suite, elle va grandir. Du coup, c'est bien de la tutorer. Donc la tutorer, c'est uniquement en fait lui donner un support pour qu'elle grandisse parce que la tomate doit être tutorée. Sinon, ouais, en fait la tomate c'est une liane à la base, ça veut dire que soit elle rampe sur le sol ou soit elle monte contre support. Donc là, moi je lui mets ça, c'est du recyclage, hein. Vous pouvez mettre un petit peu ce que vous voulez, des branches, ouais, des petites brindilles ou n'importe quoi. Donc là, pour le moment, elle n'a pas besoin d'être attachée, mais par la suite, ça sera peut-être bien de lui mettre une petite ficelle autour pour la tenir, pour qu'elle monte vraiment en hauteur. Une fois qu'elle arrive à 30 cm, on peut la planter en pleine terre. Donc là, je la remets dans l'eau maintenant.
Voilà, une fois que vous voulez la planter, donc il y a deux trois trucs à faire attention. Si vous la plantez en pleine terre, il faut qu'elle soit abritée. Il faut vraiment éviter qu'elle soit en contact de la pluie directement. Si vous l'arrosez au pied directement de la plantule. D'ailleurs, pour l'arrosage, ça sert à rien de trop l'arroser quand elle est dans un pot. Il faut vraiment contrôler par vous-même le terreau s'il est toujours humide ou pas. Donc vous pouvez le faire de plusieurs manières. Soit vous portez le terreau, le pot et vous voyez s'il est un peu lourd, c'est qu'il y a de l'eau dedans. S'il est super léger, c'est qu'il n'y a plus d'eau qu'il faut l'arroser. Vous pouvez mettre le doigt à l'intérieur. Si c'est humide, c'est bon. Si c'est pas humide, il faut donner un petit coup d'arrosage. Mais ça sert à rien de trop l'arroser non plus. Parce que si vous l'arrosez trop, ça va développer des maladies racinaires et c'est vraiment problématique. L'arrosage se fait toujours le matin ou durant la journée, mais jamais le soir. La plante, quand il n'y a plus de lumière, elle n'a pas besoin d'eau, elle est à l'arrêt, elle dort comme nous. Du coup, ça sert à rien de la nourrir. Donc ça sert à rien d'amener de l'eau le soir. Et c'est aussi à ce moment-là que le terreau sera le plus humide et que des maladies peuvent se développer sur les racines. Donc idéalement, le moment crucial, c'est de l'arroser tôt le matin avant que le soleil arrive. Comme ça, dès que le soleil arrive, qu'elle fait la première photosynthèse, elle a ses ressources pour partir, elle est nickel, elle est contente. C'est comme vous levez, vous avez besoin de votre petit déjeuner avec votre jus d'orange ou votre thé pour commencer la journée. Même chose pour les plantes, elles ont vraiment besoin d'eau en début de journée. Et ensuite, vous arrosez un petit peu comme vous le pouvez. Il faut savoir un truc, c'est que la tomate, elle déteste les arrosages en grande quantité qu'une fois par jour. Voilà, on est actuellement dans une société où on travaille toute la journée, donc c'est toujours un petit peu compliqué, mais si vous avez la possibilité de l'arroser un petit peu le matin, un petit peu à midi, un petit peu à 3 heures de l'après-midi, c'est vraiment l'idéal. Ou sinon vous mettez un tuyau goutte à goutte ou des choses comme ça, mais ce qui est vraiment pas bien, le pire qu'on pourrait faire, c'est de rentrer du travail le soir, de mettre un gros arrosoir sur les tomates. Ça c'est vraiment pas du tout bien, parce que la plantule, la plante en fait, elle va faire des fruits et elle pourra développer ce qu'on appelle le cul noir de la tomate. Donc si vous avez des tomates avec juste le cul de la tomate qui est noir, c'est pas qu'elle est moisie, c'est juste que vous avez trop arrosé à des intervalles trop courts, en trop grande quantité, et en fait c'est une maladie de la tomate. Donc pour éviter ça, fractionnez le plus possible les arrosages et faites-le plutôt le matin, l'après-midi, et évitez de le faire le soir. Ensuite, il y a différentes modes de culture de la tomate. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de tailler les gourmands. Donc, je ne sais pas si vous savez ce que c'est un gourmand, mais c'est en fait la tomate a par principe de créer une tige principale avec chaque fois des feuilles, comme là on le voit très bien. Mais à une certaine grandeur, elle va commencer à créer des gourmands, c'est-à-dire qu'elle va refaire des tiges entre la tige principale et la feuille. Donc juste ici, elle va refaire une tige et en fait ça va faire une deuxième tomate, entre guillemets. Et pour créer cette deuxième tige, la plante a besoin d'énormément d'énergie. Après, c'est vrai que cette tige va refaire des fleurs et refaire des tomates par la suite. Donc, certaines personnes ne les taillent pas, laissent les gourmands, ça fait un buisson, c'est possible. Mais justement, ça va lui demander beaucoup d'énergie pour arriver au stade de la fleur. Et en fait, toute l'énergie qu'elle met dans cette tige, elle ne va pas le mettre dans les fleurs qui sont déjà sur la tige principale. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que dès que vous voyez qu'il y a un gourmand qui arrive, vous le passez, vous le cassez, vous l'enlevez, juste avec les doigts, en le cassant, ça va très bien. Vous faites tac, hop, vous l'enlevez. Vous aurez une tige très droite et l'énergie sera vraiment mise à la bonne place. Vous pouvez aussi laisser tout aller, ne pas les enlever. Mais déjà, la plante va devenir extrêmement large, ça va devenir un buisson. Et du coup, si vous avez de la place en plein champ, vous pouvez essayer de le faire. Vous laissez une tomate, elle va se débrouiller. Mais par contre, étant donné que ça sera un buisson, ça va rester beaucoup plus humide à l'intérieur de la plante. Elle aura du mal à s'aérer, il y aura beaucoup plus d'humidité et ça va développer des maladies de style mildiou ou oïdium, ce genre de choses, qui sont des champignons qui se développent avec de l'humidité. Donc si vous avez vraiment une tige uniquement avec des feuilles, il y a de l'air qui passe, on aura moins ce genre de problème. Et en plus, si vous travaillez sous tunnel, vous pourrez avoir plus de tomates alignées que si vous les taillez pas et ça va prendre plus de place. Moi je travaille comme ça. Après vous faites comme vous voulez, mais c'est les petits conseils que je vous donne. Il faut aussi tutorer la tomate, donc il y a différentes possibilités pour la tutorer. Personnellement, ce que je fais, c'est que je prends une ficelle que j'attache autour de la tige, sans trop serrer, juste au niveau de la première feuille pour retenir la tige.
Je l'attache au-dessus de la tomate à environ 2 mètres, ça dépend de ce que vous avez à disposition. Et après, au fur et à mesure que la tomate monte, je l'enroule autour de la tire. C'est une technique, on peut aussi juste mettre un piquet à côté, ensuite mettre des attaches. On peut faire différentes manières. Euh, je crois que je vous ai à peu près tout dit par rapport à ça. Donc ça c'était principalement pour la tomate, mais pour faire vos semis, c'est le même principe pour d'autres plantes. Si vous faites des salades, vous n'êtes pas obligé de faire du repiquage. Typiquement, dans ce genre de pot, votre salade, si elle pousse, qu'elle arrive à 4-5 feuilles, vous pouvez directement la planter en plein sol. Hein. Vous n'avez pas besoin de la repiquer, ça va aller de la même chose. Après, il y a d'autres choses qu'on peut planter en pleine terre ou de différentes manières. Voilà, j'espère que j'ai pu répondre à toutes vos questions, que c'était clair. Si c'est pas assez clair, n'hésitez pas à le mettre en commentaire ou à me le dire. Et j'espère que vous aurez du plaisir à pouvoir faire tout ça chez vous, que vous aurez plein de légumes durant cette année. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, donc la ferme Agagui sur Instagram, sur Facebook. Je partage aussi un petit peu la vie de la ferme. Et voilà, je vous souhaite de bonnes cultures et j'espère que tout se passera bien chez vous.